Salut. Bon, io siamo Michel. Voilà, Sabri, JB. Daniel, salut. Salut. Partagez. Partagez. Guide, Tergui, Terre, Maniche. Trois personnes. Salut Chanel. Chanil. Bonjour. Où est-ce qu'ils sont les gens de la sieste? Ben, il faut croire que. Salut Mazir. Bonjour. Merci, mais bon. Préparer une soupe. Déjà pour. Oui, pourquoi pas. Plan San Deniro, salut. Merci de même. Branson De Niro, bzef là. C'est Richard Branson là, Charles Branson. Et De Niro. Bzef là. De bzef yo. Youssef. Salut. C'est envoyé une invitation, Youssef. Accepte la demande pour monter. Deux ans. Oui, 2 ans, comme tu dis. Salut, Youssef. Nordin, Tu vas bien? comment Très va? bien. Ça va. Très bien, comme d'hab. Dommage que tu n'as pas de followers, sinon tu serais monté avec la caméra. Alors, En attendant, non? Pardon? dommage que tu n'as pas de plus de 1000 followers. 1000 followers. Sinon, je t'aurais demandé de mettre la caméra. Mais bon, Ah, ok. Ah, tu sais, même TikTok, là, je le découvre, hein, tu sais. t'es pas le seul. Je suis un peu... Comment va? Ça va et toi? Ça va. Comme Ça d'hab. va, allez. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. Toujours les formations. Alors, oh, pas tellement, pas tellement. تعرف, euh, Ah, beaucoup de nouveaux si l'on veut, mais enfin, dans un... تعرف, comment que ça se passe? il n'y a pas de douceur dans un monde de brutes. C'est un peu dommage. Oui. Ah oui. Ah bah oui, bah oui, D'ailleurs, bah donc, oui. JB, on a parlé de Au toi la moment dernière où fois.
Oui, au Ben, moment où je pensais vraiment capitaliser gars, l'expérience de travail que j'ai eue avec l'aérien d'une manière générale, ouais, oh, il y a eu une intrusion de. ouais, ouais, Bon, comme ce n'est pas la peine d'aller dans le détail. Ouais. ben, Youssef, Oui, il y a Ah, Vialain qui est sa- là. Salut JB. salut Youssef, salut, bonjour. comment vas-tu mon ami? Mourad, ça va? Ça va, je te remercie. T'as pris- Toujours actif, non? Si? Là en ce moment pas vraiment, parce que je suis Pas pas. vraiment. J'ai eu quelques petits problèmes Ouais, de santé, mais ça va, on se oui, maintient. je suis au courant. Et toi? Moi aussi, de temps en temps, quelques petites actions comme ça de temps à autre, mais sans plus, hein. Et pas avec Air Algérie. Air Algérie, ça fait quand même un bail, là. Ouais. Tu C'est as, depuis pratiquement tu 2019. avais trop d'amis là-bas. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'amis, ouais. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, Des amis qui beaucoup. vous veulent du bien. Exact. C'est toute une ligue. Ah oui, oui. Tu sais, en météo, on appelle ça scroll line, une ligne de grains. Et, chaque, et chacun est plus néfaste que l'autre. Oh oui. Ah ben, ils se complètent, hein. Attends, Ah oui, oui. La les points médiocrité, se ça attire, complémentent. hein. Ah ben comment? Comment? Eh oui, Comment? Euh, et comment? Je ne eh sais oui. pas avec l'ANAC, là, je ne sais pas ce que ça donne, mais enfin, il ne faut pas trop y croire, hein, parce que c'est du pareil au même. Youssef, honnêtement, Oui, oui, oui. quand tu vois les missions de l'ANAC, c'est Mhm. énorme. Mais j'ai Exact. l'impression qu'ils n'arrivent pas à prioriser les actions. Bah, le travail est tellement, Il, il y a tellement de choses à faire. Au niveau il y a réglementaire, tout est à faire. Au niveau réglementaire, tout est à écrire. Tout intégralement. Tout. Ouais. Voilà, c'est tout. j'ai vécu quelque chose de semblable déjà en 90. J'avais rejoint un institut de la formation professionnelle. Ouais. Alors, plein de missions. C'était un institut qui devait agir en direction des entreprises, et blablabla, plein de missions vraiment énormes. Ces missions-là, on ne pouvait les remplir qu'avec un certain personnel. Bah oui. Hein, puis un personnel, des gens qui, bon, d'un certain niveau, euh, tout simplement des universitaires de haut niveau, un point, ni plus ni moins. Ouais, ouais. Or, malheureusement, ce n'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Et c'est actuellement, c'est pratiquement le cas de nombre d'agences, d'institutions, etc. Les missions sont énormes, mais simplement le personnel ne suit pas. Et on fait semblant en fait, Est-ce que, est-ce que avec les, aller vers le recrutement externe, Youssef, tout simplement. Oui. attends Youssef, est-ce qu'avec les écoles, en ce moment, il y a combien? Deux, trois, il Mhm. doit y avoir deux, trois écoles ou quatre. Mhm. Est-ce qu'avec les écoles, il n'y a pas de travail à faire, surtout pour la préparation justement de. Tu sais très bien qu'ils ont des instructeurs, ils ont des. Mais j'ai l'impression que chacun parle un langage différent. Est-ce qu'avec eux, avec ces écoles-là, il n'y a pas un travail à faire? Je peux répondre à la place de Youssef. C'est. Il y a un Oui, oui, travail à oui. faire. Après, vas-y, Il vas-y. y a un travail à faire. Seulement, voilà, l'investisseur, dans quelque domaine que ce soit, il va chercher à avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Donc, s'il n'est pas obligé, contraint par la réglementation, à faire un certain travail d'amélioration continue, de formation de ces éléments, etc., etc.,
Il n'y a aucune raison de le faire. Il n'y a aucune raison objective de le faire. Quelqu'un comme Youssef est quelqu'un qui peut apporter énormément, Et ça, on dans va le la dire. mesure où il serait, enfin, l'action qu'il pourrait faire serait rendue obligatoire de par la réglementation. Là, on pourrait évoluer. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade, on fera rien. Voilà, c'est tout. D'où justement le rôle de l'ANAC, le régulateur. Absolument. Le rôle de l'ANAC, bon, ça devait être d'abord le rôle de la DAC, et c'est toujours aussi le rôle du ministère. Il ne faut pas oublier que l'ANAC dépend du ministère. Et Enfin, quelque attends, part, attends, même la attends, direction. attends, attends. Youssef, je t'arrête. Oui. Logiquement, dans les textes, l'ANAC, Mhm. l'Agence nationale de l'aviation civile, Mhm. autonome, son président directeur, enfin son président du conseil, c'est le ministre des Transports. Mais en aucun cas, elle n'est rattachée au ministère. Dans les textes, hein, je parle des textes. Dans les textes, dans les textes. Elle a un directeur général adjoint, un staff, un conseil présidé une fois par an par le ministre, qui est président du conseil, et avec des représentants de ministères comme les AE, la défense, l'environnement, et je sais pas Mhm. encore, la défense, je pense aussi. Voilà. Mhm. Maintenant, logiquement, encore une fois, Mhm. ils sont Oui. budgétisés, ils ont le droit de recrutement, ils recrutent qui ils veulent à l'issue Mhm. d'un appel Mhm. d'offres, Mhm. d'une sélection, et Oui, de mettre en place, d'après leurs textes, parce que j'ai lu tous les textes, hein, depuis le décret de 2020, oui. 2020 pratiquement, Mhm. août 2020, le décret, il y a tout. Donc si tu vois ça, normalement, ils ont la latitude. Maintenant, quand on leur parle, enfin quand on leur parle à travers des personnes, on te dit c'est pas la priorité. Les aéroclubs, c'est pas la priorité. Ceci, c'est pas la priorité. La formation, c'est pas la priorité. La réglementation, on va voir avec l'OACI comment faire pour rendre soft quelques amendements, etc., etc. C'est ça qui bloque. Non, mais les gens qui vont te dire que ce n'est pas la priorité, c'est parce ils ne sont pas tout simplement à leur place. Tout simplement. Quand on place des gens qui ne peuvent tout simplement, c'est pas, il faut ne serait-ce que nommer deux ou trois personnes d'un certain niveau qui connaissent parfaitement le transport aérien, quitte à les ramener de l'extérieur. Je dis bien de l'extérieur. Ok. Exact, exact, Et exact. puis, c'est très simple. Ce que tu ne sais pas faire ici, on ne demande pas aux gens d'inventer l'eau chaude, fais ce que font les autres, tout simplement. Il faut aller vers ce que fait l'aviation égyptienne, vers ce que fait. C'est pas la peine d'aller vers les USA ou ailleurs. Parfois, de petits pays peuvent te donner des leçons là-dessus. Il suffit de mettre en place les choses, un point c'est tout. Recruter, la personne devra, certainement, ces deux, trois personnes-là vont essayer de recruter aussi des chantiers. Au bout d'un certain temps, ça ne pourra porter que des fruits, tout simplement. Mais tant qu'on tourne autour du pot, on te ramène quelqu'un qui était dans le téléphone, dans le place. Ouais, je sais pas moi, il était au rideau, je ne sais pas où il est entre les places à côté, ça peut pas marcher, c'est pas possible ça. Ça peut Ceci pas dit, on n'a rien marcher. contre la personne, hein. Moi, j'ai rien contre la personne. Moi, je veux Ah, dire et que moi aussi. C'est-à-dire que là-dessus, si on me ramène quelqu'un de l'extérieur, même des chemins de fer, à la limite, surtout ses capacités de travail qui sont importantes. Pourquoi? Parce que quand on a quelqu'un des managers, etc., même s'ils ont travaillé dans le yaourt avant, ils peuvent facilement s'adapter dans un autre secteur. Parce que les principes de gestion, c'est pratiquement les mêmes. On s'adapte, on apprend. L'essentiel étant de faire bouger les choses. Mais on n'est pas dans cette configuration. Malheureusement, c'est dommage. On a perdu énormément de temps. Moi, personnellement, ça me chagrine c'est énormément. pas le seul, hein. C'est pas le seul. Parce que quand j'avais commencé à travailler, déjà en 80, 90, 91, euh, on nous avait sollicité comme ça par hasard. Pourquoi? Parce que tout simplement,
il n'y avait plus de sous au niveau des Algériens, etc. Eh ben, figure-toi que j'avais commencé à travailler euh, et je me rappelle, hein, approche systémique, etc. et tout ce qui s'ensuit. Ces choses-là, je ne vais les voir dans un document OACI de 98-68 qu'en 2006. Alors, la Sebentède de 91 jusqu'à 2006, Ouais, pratiquement, attends. Air Algérie, disons, l'aviation civile algérienne était en avance sur le reste je dirais, de monde, du monde, je dirais, 15 ans. Ils avaient 15 ans d'avance. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une méthodologie déjà qui était en place. L'OACI ne la reconnaîtra, ne la proposera qu'à partir de 2006. Et actuellement, ça y est, c'est devenu systématique. On parle de formation modulaire, on parle de mallette pédagogique, on parle exactement. C'est toute la terminologie que nous avons utilisée, qui est utilisée dans les documents de l'OACI. Et malheureusement, ça persiste. Actuellement, la médiocrité, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. On Au revient triple galop. voilà. Voilà. Tu sais qu'on a Et fait. Youssef, Oui, oui. on a parlé de toi dans le live précédent il y a quelques jours, pour l'excellence de ce que tu nous as apporté, nous qui avons été tes élèves, l'excellence, et je te dis pas ça par flagornerie, pas du tout, hein. Pareil. C'est parce que c'est la réalité. Tu nous as apporté, aussi bien au niveau des facteurs humains qu'au niveau de tout ce que tu nous as fait pour notre formation instructeur, etc. Moi, je l'ai senti tout de suite. J'ai dit, on est au top du top. Avec ce que tu nous as appris, vraiment, on était au top du top. Et je rejoins tout à fait ce que tu dis. J'ai vu récemment le BT, EBT, Oui, EBTA, donc Evidence-Based Training, Evidence-Based Training Assessment. C'est exactement ce qu'on a fait à l'époque, comme tu dis, dans les années 90. Maintenant, on est en train de le mettre en place un peu partout dans le monde donc, effectivement, s'il n'y a pas la volonté de faire, en plus de ça, je rajouterais que tout le domaine dans lequel tu travailles, toi, donc tout ce qui est facteur humain, formation de formateurs et autres, c'est l'enseignement dans ces domaines-là doit être adapté au pays. On ne peut pas oui, prendre les concepts tels qu'ils sont décrits dans les manuels en circulation de par le monde et les appliquer sans aucune adaptation à la société, etc., etc. Sinon, on tape complètement à côté, on n'obtient pas, on n'atteint pas l'objectif. Or, ce travail ne peut être fait que par des nationaux. Il peut être fait que par des gens qui se sont posé le problème, qui connaissent les rouages de la société, qui en connaissent les ressorts, qui connaissent les avantages, enfin les côtés positifs de la culture nationale et qui en connaissent également les côtés négatifs de manière à potentialiser les effets positifs et comment dirais-je, lutter contre les effets négatifs. Tout ça, c'est un travail que tu as fait, que tu as mis au point, etc. Et moi, j'ai suivi ton enseignement, j'ai travaillé là-dessus. Après, dans les formations que j'ai délivrées. Et tout ça, c'est un potentiel, c'est une valeur ajoutée qui, bon, ben, de facto, elle est laissée en jachère. Voilà, c'est tout. Elle n'existe que pour nous. Voilà. Je leur ai fait ah, visionner. Je leur ai fait oui, visionner dernièrement l'endoscopie de 2000, octobre 2000. La ok, mienne. Et j'ai toutes les endoscopies de tout le monde, hein, enfin du groupe qui était avec moi. très bien. Eh ben, c'est très bien. Écoute, moi, à la limite, je n'ai servi que de relais, parce que cette formation-là, j'en avais bénéficié moi-même en 85. D'accord. Je cherchais quelque chose parce que j'avais travaillé au niveau de l'éducation nationale et c'était le vide total, hein, c'était la navigation à vue. Ouais. Et quand je suis tombé sur ça, j'ai tout de suite senti vraiment ça a été fait quand même en particulier la méthodologie qu'on avait utilisée. Elle existait ailleurs, mais les modules ont été mis au point par quelqu'un, c'était une sommité, c'était un Belge, le professeur Delo, et une équipe. J'ai tout de suite senti je dirais
de, de- de- L'importance. l'importance d'une telle formation, enfin, l'importance d'une telle documentation, et j'ai essayé de la dupliquer la- le plus, le plus sincèrement du monde, d'accord, avec tous les stages que j'ai animés, hein. Et tu as parfaitement réussi, moi je peux te dire, parfaitement réussi. Exactement, je suis d'accord. On Et passe. c'est dommage, un peu dommage. On a actuellement des intrusions à gauche, à droite, et malheureusement, je ne sais Oh, pas ça où va c'est. reprendre. Espérons que ça va reprendre. Ça Je va. n'oublierai, tu sais quoi, il y a des fois, je pense à toi dans des, dans, dans des circonstances très. À Oui. chaque fois que j'essuie la vaisselle ou là, que je fais la vaisselle ou quoi, et que je range les couverts dans le tiroir prévu à cet effet. Tu nous avais expliqué, ça c'était resté dans ma tête, tout le mécanisme que l'on devait faire intellectuellement quand on faisait un tri d'objets de différentes catégories, etc., etc. Et ça m'avait marqué, parce que c'était frappé au coin du bon sens. Et je te dis à chaque fois, et ça m'arrive quasiment quotidiennement, Et depuis, je pense à Youssef. Je dis, Youssef nous avait expliqué quels étaient les enjeux intellectuels du tri d'objets. C'est extraordinaire. Ouais, et il faut depuis, il n'a pas arrêté de faire la vaisselle. Et depuis, il n'arrête pas de faire la vaisselle, JB. Pour revenir à ça. Attends, Youssef, on passe. mais un petit peu, je vais dire un petit bémol quand même. J'ai eu à rencontrer, c'est dommage, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, j'ai été peiné par notamment deux Lascar. J'attendais beaucoup plus d'eux, et finalement, enfin, On voit qui c'est avec. ah, ouais, j'ai attendu. Bon, ils ont pris même la chefferie, comme on dit. Alors, ça a été une véritable catastrophe. Je On ne le voit qui cache c'est. pas. Ah, ouais. Ça a été, c'était presque à la limite un manque de respect. Ouais. Eh Attends, ben, Youssef. voilà. C'est qu'ils n'ont rien compris. Ouais, ouais. Youssef, attends 2 minutes, on passe Ceux qui la n'avaient parole. rien compris. Youssef, Ouais. Oui, je t'explique les règles du TikTok. 2 minutes, oui. on va passer la parole à Mas, photographe. Il est en attente. Vas-y, Ok. Mas. Bonjour, bonjour Nordin, bonjour JB. Bonjour. Donc Bonjour. je vous laissais un commentaire. Enfin, je suis vos lives depuis très longtemps maintenant et j'aime beaucoup. Donc, je sais pas si vous avez vécu ou des situations dangereuses où vous avez pu, voilà, on va dire cracher, vous avez évité ça. J'aimerais bien vous entendre, voilà, une anecdote que vous avez vécue ou une peur que vous avez vécue. J'aimerais bien vous entendre en parler de ça. Mas, si tu suivais les lives depuis très longtemps, comme tu dis, tu aurais écouté la version que j'avais posée quand j'ai eu le problème avec vidéo. Maintenant, je te laisse avec JB. Il a eu au moins neuf situations comme ça. Il va te les raconter. D'accord, merci beaucoup Alors, Nordin. tout d'abord, Mas, il faut déjà vous dire que, en tant que professionnel, et on n'est pas des surhommes, on n'a jamais eu peur, en tant que tel. La seule fois où j'ai eu une petite appréhension, c'est le jour où j'ai déclenché une évacuation de mes passagers. Voilà. Parce que là, le problème était entre les mains des passagers avec le risque de panique, etc. C'est le seul moment où j'ai eu une appréhension. Mais pour toutes les autres pannes que j'ai eues, et j'en ai eu beaucoup, j'ai jamais eu peur. Parce que la peur, elle provient de quoi? Elle provient de l'ignorance. Or, nous, notre boulot, c'est d'être formés pour les pannes que l'on va rencontrer ou que l'on a la possibilité ou pour lesquelles il y a une probabilité d'occurrence. En conséquence de quoi? Quand on a un problème, on applique des procédures. On applique des procédures, on n'est pas des inventeurs de solutions. On a des solutions qui sont Mhm. toutes faites, que l'on a appris à mettre en œuvre théoriquement et pratiquement au simulateur, et donc on les met en œuvre. Avec, bien sûr, il y a quand même un peu de stress parce que on est dans l'avion réel, hein, on peut faire une panne au simulateur, au fin fond de notre tête, on se dit, bon, on risque pas trop de se casser la gueule. Par contre, quand on est dans l'avion réel, oui. Mais comme on connaît parfaitement l'environnement, comme on a fait une analyse du système, on a exactement la vision de
ce dans quoi on est, etc., etc. Donc, je peux vous raconter des pannes moteurs au décollage, je peux vous raconter des pannes moteurs en vol avec panne hydraulique, etc. Mais bon, ça demanderait beaucoup d'explications techniques, parce que si vous n'êtes pas du métier, ça serait un peu difficile. Mais je vous dis, bon, par exemple, j'ai eu une panne moteur au décollage. Bon, ben, on est revenu se poser avec 2 moteurs sur 3. C'était en Boeing 727. On est revenu, on a appliqué des procédures, on s'est posé, sans plus. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... 747 en péril, le film 747 en péril, il ne reproduit pas du tout la réalité, parce que si vous voyez, si vous étiez au poste de pilotage au moment où il y a un problème, en tant que néophyte, vous ne comprendriez rien de ce qui se passe. D'accord? Donc voilà un petit peu. Mais bon, on a vécu tous et on est formés pour ça. On a tous vécu. Il y en a qui n'ont pas eu de problème technique dans leur carrière. Hein. Bon, il y en a qui en ont eu plus que les autres. Je fais partie de cela. Voilà. D'accord, merci beaucoup, JB. Je Merci vous beaucoup. en prie. Allez, au plaisir. Merci beaucoup, bon courage. Salut, salut. Merci, Nordine. Arrête. Alors, des questions dans le chat? Justement, pour compléter ce que je viens de dire à Mas, et pour rebondir sur ce que nous a appris Youssef, quand Youssef nous a fait le cours facteur humain, entre autres, justement, on a appris toutes les techniques par lesquelles on gère son stress par avance. On a appris toutes les arcanes justement de nos performances, de nos capacités et de nos performances intellectuelles et leurs limites. Et donc, vous voyez, pour que les gens comprennent, il faut que justement que nous sommes des gens qui avons appris à nous comporter de manière la plus positive possible quand les choses vont mal. Donc, nous sommes formés à ça. Ça ne nous tombe pas dessus, on ne découvre pas ça comme ça. On est entraîné à ça. Voilà. On va présenter justement Yousem au chat, pour ceux qui veulent poser des questions plus là ou maintenant ou là. Et Yousem, que vous voyez ici, c'est lui qui nous a formés à être formateurs. Donc, il nous a dispensé toute la formation pour être formateur, instructeur. Donc, quand Il à un faut moment préciser on qu'il décide de faire ça, on fait passer des gens dans une formation, et c'était lui qui nous avait formés à être formateurs en 2000. D'ailleurs, j'ai passé un passage la dernière fois de mon endoscopie. Tout le monde a rigolé, mais c'est pas grave. Pourquoi? J'avais des cheveux, j'avais encore des cheveux, des lunettes, et maigre. En tout cas, c'était de beaux souvenirs. Hein. Voilà. Oh, non, oui, on a passé. Magnifique. Magnifique, ça. C'est resté dans les annales. Alors, il y a Yann 737 Max qui dit quelles sont les pires pannes. Moi, je vais vous dire, la pire panne dans un avion, c'est le feu. C'est le feu en cabine, quoi. Le feu sur la structure de l'avion. Parce que même un feu réacteur, c'est pas une catastrophe. Mais le feu dans la structure, dans le fuselage de l'avion, qu'il soit d'origine électrique ou autre, ça, c'est vraiment la pire des pannes. Les autres, il n'y a pas trop de problèmes. Notre ami Youssef, il n'est pas là. Farid, pardon. Farid, non, je ne le vois pas dans le... Attends, on va éviter quelqu'un qui s'appelle Yann 737 Max. Est-ce qu'il a fait... Je ne sais pas si... Bon, je sais pas. Il a dit merci, mais on sent plus. C'est-à-dire que... Il y a notre ami Mitchell. Tu connais Mitchell, Youssef? Yes. Yes. Oula. Le nom. Yes, frère de Sky Training Aviation. Bonsoir tout le monde, Nordine, JB, Yousem. Je crois que j'ai croisé, effectivement, oui. Salut Michel. Il est installé à Boumerdès, c'est bien ça? Il a une école de pilotage à Boumerdès, ouais. Ouais, c'est ça. Yes.
Youssef, c'est celui qui nous a formés, c'est lui qui faisait les formations d'ailleurs. Il nous a dispensé la formation de formateur. Pour, Ah, ça fait plaisir, très bien. متشرفين متشرفين. Enfin, je suis déjà passé chez vous, à Bombardas. Très bien, excellent. مرحبا مرحبا. Un de ces jours, avec les gens, je vais faire un saut. Si vous y êtes toujours, hein, c'est Oui, facile. oui, bien sûr. enfin, s'il n'est pas mis dehors d'ici là, parce qu'il pose problème en ce moment avec le. C'est lui le patron, mais même les patrons sont éjectables. Ah bon, Ouais, pourquoi pas, oui. tout à fait. Je me rappelle très bien, il y avait Hashmi Ouattara qui intervenait, Oui, Hakim. qui nous donnait des cours. Puis bon, ça, bah, on s'est plus revu, quoi. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu, enfin, c'est une. D'ailleurs, je l'ai vu dans le plan de formation interne de l'entreprise. Là, on a les. Je pense qu'il y a des formations CRM, il y a des formations. Je me rappelle plus je connais Derhana, mais je pense que تعرفوه. Les Derhana, t'as le facteur humain il n'y a pas très longtemps. Mais chez Marabot, j'oublie comment il s'appelle, c'est tout. C'est un ancien aussi. Et- Ah, nsiet, j'ai et- oublié. comment il s'appelle? Lahlo, non? Bonif, C'est non? possible, j'ai oublié. C'est un ancien, c'est vraiment un ancien. Bounif qui fait ça, oui. Hmm. Bonif, il fait ça aussi, oui. De toute façon, c'est une obligation, hein, c'est Après, on a... pas. En tant qu'amusien qui Ben pose la oui, question. c'est certain, Attends, c'est Youssef, certain, oui. Michel, il y a qu'Amusien qui pose la question, vous utilisez souvent le pilotage automatique. Oui, tout le temps. Il vaut mieux d'ailleurs. Parce que je vois mal un vol commercial faire 12 heures de vol sans pilotage automatique. Mais bon, là aussi, il faut savoir, bien sûr, connaître le principe de fonctionnement et tout, et savoir que dans le cas où ça ne fonctionne pas, que c'est un système qui peut être débranché pour passer manuel. Mais tous les avions modernes en ce moment, on te dit use maximum, automation as maximum, utiliser les automatismes le maximum possible. D'abord, ça enlève le workload sur les pilotes, ça les met en situation de manager de vol, beaucoup plus que de manuel, que que de, que de manœuvrier. Mais il faut savoir que, en général, les décollages se font en manuel, les atterrissages au minima, une fois que la piste est en vue, se font en manuel. Sauf quand il y a la low visibilité et que le gars est obligé de faire une 4-2, 4-3, c'est-à-dire une visibilité très très réduite, où il va s'appuyer sur ces deux autopilotes pour se poser automatiquement. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, JB, vas-y. Oui, en fait, il faut comprendre que le pilote automatique, comme l'a dit Nourdine, il enlève de la charge de travail au pilote et ça permet au pilote d'avoir une plus grande vigilance environnementale et par conséquent de mieux contrôler, d'être plus libre pour éventuellement déceler une anomalie, etc., etc. De surcroît, les pilotes automatiques maintenant sont des pilotes automatiques qui font la navigation latérale et la navigation verticale, c'est-à-dire que ils contrôlent la trajectoire de l'avion, ça comme tous les pilotes automatiques, même relativement anciens, mais ils contrôlent également les montées et les descentes, ce qui fait que on affiche donc les altitudes auxquelles on doit monter, etc. Et l'avion respecte ces altitudes, donc ce qui fait que ça évite les accidents, les collisions d'avions en vol, etc., etc., qui étaient toujours possibles que lorsqu'on pilote en manuel. Si on peut très bien, quand on est en manuel, faire ce qu'on appelle emplafonner une altitude, c'est-à-dire dépasser une altitude, soit en montant, soit en descendant, parce qu'on a une charge de travail très importante à un moment et qu'on s'oublie. Tandis que là, on ne peut pas s'oublier, c'est l'avion qui, on lui donne les informations et il suit ces informations. Voilà. Mais il ne faut pas croire que le pilote automatique, il fait tout seul et on n'a pas... Non, on le programme pour ça. Il faut être très clair. Ben oui.
Ouais, bonjour à tous. Salut HP. Ah oui. J'étais juste de passage. Non, c'était juste pour vous dire. Bon, moi, je suis marocain et franchement, de voir des anciens pilotes. Je sais pas d'où. Il me semble que vous êtes algérien parce que j'ai entendu une ville algérienne tout à l'heure. Oui, oui. Mais en tout cas, de voir des anciens pilotes ou de pilotes actuels promouvoir un petit peu le métier via les réseaux sociaux, qui est l'un des moyens les plus utilisés par les jeunes aujourd'hui pour s'informer. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Vous donner envie à la jeunesse de s'intéresser un peu plus à ce que vous faites et éventuellement à choisir cette voie pour leur futur. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci HP. Et bon, suis le live. Qu'est-ce que tu veux que je te dise si tu es intéressé? Alors, Le mérite en revient justement à celui que vous voyez, à ce grand chevelu là qui est sur l'écran. C'est lui qui a créé ce live et nous on s'est joint à lui parce que Merci à vous. on est des collègues à lui, voilà. Merci Si, HP. si on revient un petit peu, Jean-Bernard, tu vas nous raconter une anecdote. Non? Il t'écoute, il Anecdote. t'écoute. Ah, bon, on parle très souvent de l'autoscopie, hein. Bon, c'est un moyen quand même qui est très important pour évaluer des personnes en situation. Je crois que tu avais tenté une expérience une fois, juste après le stage, pour installer une caméra sur les simus. Oui. Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors, c'était pas très pratique parce que Oui, la caméra, bon, c'était moi qui la tenais, donc il fallait que je fasse attention à suivre du regard ce qui se passait et à filmer en même temps. Depuis, les caméras ont été installées systématiquement dans les simus et on peut. Alors, ce que j'en ai tiré comme étant quelque chose de très intéressant, c'est que d'abord, bon, on enregistre bien sûr le son. Donc, toutes les communications, toutes les conversations qui se sont tenues dans le cockpit sont enregistrées et vont pouvoir servir au débriefing, mais également le langage corporel. Et le langage corporel, des fois, bien sûr, tu le sais mieux que moi, il est des fois encore plus parlant que les mots que l'on peut prononcer. Et ça a été d'une grande aide dans le débriefing des situations, surtout pour expliquer pourquoi à certains moments certaines solutions n'ont pas été prises, etc. Je me souviens d'un cas bien particulier où bon, le scénario de la séance amenait les gens à décoller, je crois que c'était d'Alger, oui, on décollait d'Alger, on allait sur Tunis et les problèmes que nous avions nous amenaient à devoir décider soit de se poser à Annaba, soit de se poser à Constantine. On ne pouvait pas revenir sur Alger pour des causes météorologiques et on ne pouvait pas aller à Tunis pour d'autres raisons qui étaient liées justement à la panne que nous avions. Et je me souviens d'un exemple où le copilote, une fois la panne constatée, etc., dit au commandant, il lui dit on pourrait aller à Constantine. Et le commandant passe sa main en verticale, là je ne peux pas montrer le geste, mais si tu veux, un peu comme un coup près qui tombe, et dis-moi à Constantine, avec cette panne, je ne peux pas aller, je ne vais pas à Constantine. C'est-à-dire que on était typiquement dans l'anticipation du stress qui était totalement irrationnelle, hein. La bonne solution, c'était effectivement d'aller à Constantine. Il n'y avait rien qui l'empêchait. Bon. Et si j'avais pas eu la caméra pour débriefer, peut-être que le commandant n'aurait pas touché du doigt à quel point il était influencé par l'expérience qu'il avait de Constantine, qui était certainement une expérience négative, et qui lui faisait, dans cette situation,
refusait une solution qui était pourtant une bonne solution. Et c'était très intéressant justement de pouvoir lui montrer. Et le gars a dit effectivement, oui, je reconnais que... Et peut-être que si je lui avais expliqué ça, sans montrer la caméra, sans montrer la vidéo, peut-être qu'il n'aurait pas été autant convaincu, il aurait peut-être certainement moins tiré d'enseignement de ce cas-là. Voilà. Youssef, en 2024, en 2000, peut-être 2024, ce que je raconte. En 2004, oui, 2004, en 2004, oui, à Berlin, pendant les 2004-2005, quand on faisait des formations pour le passage des habits initiaux. Et ceux qui venaient de Khalifa à Berlin pour le 737, effectivement, au SIMU, je ramenais mes CD vierges, parce qu'on avait le lecteur dans le SIMU, je filmais toute la séance. Ensuite, on visionnait ça. Je parlais pas du tout. Je faisais visionner ça aux deux gars qui étaient pendant la QT. Et après, je leur disais débriefer ça. Et à l'issue, on va détruire le CD. Comme ça, pas de trace. Et je te dis un truc, c'est très intéressant. Parce que les gars se voient, c'est-à-dire que tu ne parles même pas, tu dis voilà. Moi, j'avais relevé déjà des trucs. Voilà, là où ça passe pas, là où c'est pas bon, là où c'est truc, là où il fallait faire des choses et tout. Et je laissais débriefer. Et je te dis pas, tu vois l'interaction entre les deux. Quand le gars demandait quelque chose, que le gars hésitait à le faire. Alors il dit, oui, mais là, regarde, arrête sur l'image, regarde. Là, je t'avais demandé, tu vois mon doigt? C'était vraiment ubuesque. Mais bien, parce que les gens se débriefaient, se débridaient tout seuls. Et à l'issue de ça, on détruisait le CD. Et je donnais mon avis sur le truc, voilà, le grading, voilà comment ça se passe. Et crois-moi que le lendemain pour la séance suivante, ça marchait. Tout ce qui a été fait de pas bien était corrigé le lendemain. Et ça marche à merveille. Et il y a une adhésion importante. Bien sûr, ça dépend de l'instructeur, etc. Il faudrait qu'il crée un climat propice pour cela. En tout cas, ça fait progresser les gens Maintenant qu'on parle de l'EBT, justement, on parle de l'EBT, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut amener les gens à se débrider, carrément à avouer, c'est-à-dire s'insulter. Parler de leurs points faibles, de leurs insuffisances, points forts, points faibles, etc. et tout, et à partir de là, construire ce qu'on appelle des compétences qu'on va essayer d'acquérir par SIMU, etc. Et malheureusement, il faut préparer à la fois les instructeurs à ce travail, pour éventuellement créer des scénarios, etc., propres à une compagnie, parce qu'il ne faut pas croire que ça va être la même chose pour tout le monde. Et ça ne pourra que faire avancer les choses. Exactement. Et justement, l'utilisation de ces outils-là, quand ils se font de manière, je dirais, souple, c'est-à-dire en créant un cadre de travail agréable, etc., ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et la même chose en classe aussi, pas la peine de SIMU, même dans les classes, c'est la même chose. Et Youssef, nous avons eu cette chance de travailler avec cet outil extraordinaire qu'est le simulateur de vol, qui est un outil pédagogique absolument extraordinaire. Et qui nous a permis. Moi, je me souviens de séances, par exemple, où ce qu'on appelle le LOFT, Line Oriented Flight Training. Quand on fait un LOFT, chaque équipage peut trouver une solution différente de celle que l'instructeur envisage. D'accord. Et parfois, tu tombes sur un équipage qui a une solution qui, a priori, semblerait, je dis bien semblerait, meilleure que la tienne, celle que tu avais tout au moins en tête. Et puis après, quand tu débriefes, d'abord tu apprends, en tant qu'instructeur, tu dis tiens, oui, il y avait une autre manière de voir les choses, et ça t'amène à un truc très important,
qui est celui d'estimer la validité des solutions apportées au problème en termes de marge de sécurité. Et à quel moment, est-ce que dans la solution que cet équipage a trouvée, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où la marge de sécurité était amoindrie, etc., etc. Ça amène à une réflexion extrêmement élaborée sur les mécanismes de fonction, de résolution des problèmes, etc., etc. C'est un outil formidable, aussi bien pour les gens qui sont formés au simulateur que pour le gars qui forme. Pour l'instructeur, c'est extraordinaire. Je réponds à Mohamed 2 minutes sur la retraite. 65 ans. Bon, pour l'Algérie. Ailleurs, il y a des pays qui demandent 72. Au Japon, ils demandent 72, mais c'est pas encore fait. En Iran, je pense qu'ils sont passés à 67. Au Canada, ils demandent 67 aussi. Les Allemands, c'est 60, mais à 55, ils peuvent partir. Mais ailleurs, c'est 65. Bon, parce que de toute façon, il faut savoir pour la retraite, plus les avions sont de nouvelles technologies, si on veut. Plus on garde les gens parce que on estime que le workload est atténué et qu'il y a beaucoup plus de gestion très riche que manuel. Voilà. Quand on voit par exemple des vols comme celui que faisait l'autre jour Samy, un vol de 13h50 avec un décalage horaire conséquent, bon, soyons très clairs, hein. 13h50 de vol, il faut être jeune pour les encaisser. Hein. 13h50 à l'aller, 13h50 au retour, hein, au minimum. Hein. Voilà. Je pense qu'il va prendre sa retraite à 45 ans, lui. Oui. 13h50, c'est énorme quand même. Voyez, il m'a envoyé les éléments du devis de masse. Ils étaient à 280 kg du maximum, en zéro fuel et en maxi take-off weight. 280 kilos. Hein. Ce qui m'a affolé, c'est la quantité de carburant. 133 tonnes embarquées, 122 tonnes de consommation. Je suis resté assez sidéré par les valeurs, hein, c'est extraordinaire. Alors, Camusien, c'est pas au nombre de vols que ça se comptabilise, c'est au nombre d'heures. Il y a des amplitudes à respecter. Si le vol dépasse 9h30, il y a ce qu'on appelle l'augmented crew. Il faut absolument qu'il y ait 2 équipages, ou bien un commandant en plus pour qu'il transporte et faire ce qu'on faisait à Perpignan. On prenait 4 heures de repos pour aller au crew l'Est, parce qu'au-delà de 9h30, il faut absolument que les gars fassent 4 heures pratiquement en position horizontale, 180 degrés. Il faut qu'ils quittent le poste de pilotage. Il ne faut pas qu'ils restent là-bas pendant 13 heures, c'est impossible. Sinon après c'est n'importe quoi. Donc il y a ce qu'on appelle l'augmented crew. Il y a des fois 2 équipages complets qui font le vol parce que c'est des vols de 17 heures, 22 heures. Voilà, donc c'est des heures de vol qu'on comptabilise et non pas il y a des rotations qui font 4. C'est des sauts de puce qu'on appelle les sauts de puce. Mais en tout, il ne faut pas qu'ils dépassent l'amplitude horaire de vol pour lequel la réglementation est drastique pour ça, pour le temps de repos, la période de service de vol pour la compagnie, etc. etc. il y a Mohamed qui pose une question, bon, béotienne. Hein. À partir de combien de passagers le vol est-il rentable? Tout dépend du vol, tout dépend de l'avion, etc. C'est ce qu'on appelle le coefficient de remplissage d'équilibre. Et c'est ce qui explique la variation des prix des billets. En fait, vous avez vu que, vous constatez, vous avez sur Internet, vous avez plein de trucs où on peut acheter last minute ticket, etc., etc. En fait, les compagnies font ce qu'on appelle du yield management. C'est-à-dire que les sièges de l'avion sont en quelque sorte partagés en plusieurs catégories. On va essayer d'atteindre le coefficient de remplissage sur un vol donné A, B. On a calculé, parce que ça c'est tout ça c'est calculé, on a calculé par exemple que le coefficient de remplissage c'est 70%, le coefficient de remplissage d'équilibre. Donc on va essayer de remplir l'avion déjà à 70%.
quand on a 70% des sièges qui sont remplis, qui sont occupés, déjà, on est en équilibre financier. Donc, les sièges qui restent, c'est ce qui va permettre de faire un bénéfice. Bon, alors, donc, on va faire des promotions pour compléter cet avion. Et en dernier, l'idée en dernier, c'est quoi? C'est pour ça que des fois, on a des prix de billets en dernière minute qui sont vraiment très bas, parce que dans un avion, un siège vide, c'est un poids dans l'avion. Et ce poids, il occasionne une consommation de carburant. Donc, on essaye, même si c'est pour faire payer le passager qui va être assis sur ce chaise qui était libre, même si on lui fait payer une somme dérisoire, au moins c'est toujours mieux que rien. Et comme de toute façon, on a déjà assuré l'équilibre financier du vol en ayant donc le coefficient, en ayant atteint le coefficient de remplissage d'équilibre, eh ben, le reste, c'est du, comme on dit, bziada, quoi. C'est du bénéfice, voilà. Et ça explique un peu toutes les histoires de changement de tarifs, etc., etc., voilà. Et chaque vol a un coefficient de remplissage qui est calculé. Voilà. C'est pas du tout au pifomètre. Il y a énormément d'études qui sont menées par les compagnies aériennes pour savoir exactement à quel moment ça devient rentable, etc. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez un avion comme l'Airbus 380, qui est une merveille technique, mais qui commercialement a démontré ses limites, parce que il est très difficile sur un avion de cette capacité de le remplir au minimum jusqu'au coefficient de remplissage d'équilibre. Alors, à plus forte raison, gagner de l'argent avec. Voilà. C'est pour ça qu'on préfère utiliser des avions biréacteurs qui prennent certes moins de passagers, mais qui sont plus faciles à remplir au-delà du coefficient de remplissage d'équilibre. Voilà. Non, Chani, le surclassement, tu ne gagnes pas d'argent dessus. Au contraire, des fois, le surclassement est fait pour des raisons opérationnelles, pour le centre de gravité, pour avancer le truc. Mais sinon, l'upgrade, si tu veux, c'est quand la première est à moitié vide et que l'avion est bien centré et que les gens ne trouvent pas de place en écho, là oui, le surclassement devient intéressant. C'est tout le travail des five stars, des compagnies five stars comme Emirates, comme Singapour, comme Qatar et tout. Ils travaillent sur la première classe, sur la première, la first et la business. Des fois aussi, le surclassement, c'est un moyen de régler le problème de l'overbooking. Oui, oui. Il faut savoir que les compagnies aériennes, encore une fois, font beaucoup de statistiques et ils font des statistiques de ce qu'on appelle les no-shows. C'est-à-dire qu'ils regardent un peu combien sur tel vol, à tel moment de l'année, parce que ça varie entre la saison estivale, la saison hivernale, etc. Combien y a-t-il de passagers en moyenne qui ont réservé un siège et qui ne sont pas venus? Alors ces statistiques-là permettent aux compagnies de dire, bon, on va partir de l'hypothèse que on va avoir, admettons que le pourcentage de no-show sur un vol donné, il est de 10%. Alors, la compagnie va, en écho, la compagnie va effectivement vendre 10% de billets en plus. Et va espérer que les statistiques que l'on avait faites jusque-là, elles vont s'avérer exactes. Si on n'a pas exactement 10% de passagers no-show, les passagers qui vont nous rester sur les bras, qui ont une réservation, mais qui ne pourront pas avoir de siège, puisque on est au-delà de la capacité de l'avion. Ben, ces passagers en économique, on va les passer en business ou en première. Ils seront contents. La compagnie ne va pas perdre énormément, parce que de toute façon, le siège qu'ils vont occuper en première classe, il aurait été laissé libre et il aurait, disons, coûté de l'argent, puisque de toute façon, il faut le transporter, ce siège. Donc voilà un peu, c'est un des moyens une des raisons du surclassement.
Mohamed, pour les billets d'avion, le meilleur prix d'avion, les compagnies de premier niveau, tu ne peux pas avoir les meilleurs prix d'avion, sauf quand ils font eux-mêmes des promotions. Par contre, les compagnies low cost, tu peux scruter sur Internet les last minutes, les dernières minutes du vol, pour avoir les billets le moins cher possible. Même pour les low cost, il faut éviter les périodes estivales, les périodes de congé et tout, parce que là, ça flambe. Ça rejoint pratiquement même des fois le double des Ouais. compagnies de premier niveau, parce qu'ils ont une flexibilité sur les horaires. Salut tout le monde. Salut. Oui, JB, Chanel, oui. Niche. Si on paie pour si on paie pour le surclassement, c'est sûr que la compagnie y gagne, puisque vous lui payez un billet plus cher. Voilà, c'est sûr. en fait, tu sais, ce que tu disais, JB, c'est que la compagnie, justement, elles aiment pas faire ça, elles aiment pas faire du surclassement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les compagnies au sol, elles sont taxées sur les billets qu'elles vendent. C'est-à-dire que si demain, elles te mettent, toi, t'as payé un écho et que tu vas en business, ils vont être taxés sur du business, alors que toi, t'as payé de l'écho. Donc, en fait, ils perdent de l'argent. Ça leur permet de régler un problème d'overbooking. Tu règles un problème d'overbooking, mais au final, tu perds de l'argent. C'est pour ça que les calculs de no-show sont faits sur des vols bien précis, où ils savent qu'en général, il va y avoir beaucoup de no-show. Soit parce que ils ont pas passé la douane, soit parce que si, parce que ça. Sans vouloir. Si, il y a aussi exactement que sur les no-show, à la limite, les compagnies préfèrent, moi je l'ai vu faire souvent avec les compagnies 5-star, ils préfèrent dire aux gars, alors ils font ce qu'on appelle du body system, c'est-à-dire que dans les passagers qui sont en train d'attendre pour s'enregistrer, ils repèrent les gars qui sont susceptibles d'accepter de ne pas partir sur ce vol, mais de partir sur le suivant. Et ils vont le voir et lui dire, écoutez, voilà, on a un petit problème, machin, tout ça. Est-ce que ça vous dérangerait pas de partir sur le vol de demain? Entre-temps, on vous héberge à l'hôtel, etc., etc. Et ça leur fait, comme tu dis, Spanish avec raison, ça leur évite de payer un truc sur une première classe, enfin, ou un surclassement. Et au final, le passager, il est tout content parce qu'il va passer une nuit à l'hôtel, payé par la compagnie. C'est un moyen de ne pas avoir les effets négatifs de l'overbooking. On passe chez BTL Bank. BTL, la banque. BTL. La banque. Pas d'argent à nous donner. Ah, il doit faire comme toi ce matin, ce que tu as été à la banque là. BTL, mettez votre micro en marche et parlez. Il est en marche son micro, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas parler. Je ne sais pas, peut-être qu'il a appuyé par inadvertance, je ne sais pas. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'avion de Pagnol. C'est quoi? Il est sur 380, lui, c'est ça? Non, 777. Ah, 777. Achille, Il travaille. est sidéré par les quantités de carburant. Attends, Achille te dit, ils nous ont envoyé un email à propos qu'il est strictement interdit de surclasser un passager. De toute façon, si tu es pilote, bien sûr, ce qu'on appelle un repinvement, le repinvement, il est strictement interdit, que ce soit pour tes copains ou là pour n'importe quoi. Maintenant, la compagnie peut se réserver le droit du surclassement, de l'interdire, quand il est de façon anarchique. Mais ce qu'il a expliqué, JB, c'est autre chose. Rien à voir. Et entre nous, ça se fait tous les jours, hein, le surclassement, sur tous les vols. Hein. Je sais pas pourquoi il n'a pas parlé. 80 bon. Non. Alors le chat. Youssef, ce que je te conseille, Oui. c'est que tu vas sur mon profil et tu deviens un follower, tu te demandes, tu vas voir, tu vas avoir un bouton pour suivre, et à ce moment-là, tu auras accès aux vidéos que j'ai faites. Il y a 46 vidéos que j'ai faites. Je les ai comptées hier, j'étais sidéré, d'ailleurs, j'aurais jamais pensé en avoir fait autant. Donc il y a 46 vidéos qui traitent d'un peu tout un tas de choses,
Et entre autres, il y en a deux, les deux dernières, qui traitent de l'erreur et de la fiabilité, qui vont certainement t'intéresser. Il y a aussi sur le stress, enfin, il y en a plusieurs qui traitent des sujets que tu nous as enseignés. Enfin, absolument. Oui, oui, ok. Sans faute, sans problème. Donc là, un no-show. Et toujours sur TikTok, c'est ça? Donc, tu vas sur mon profil Mhm. et tu deviens un follower, tu appuies suivre. Voilà. Ok, ok. No problème. Vas-y, explique-lui ce que c'est Spanish, le no-show. Un no-show, c'est un passager qui a réservé son billet d'avion, qui est censé voyager et qui ne voyage pas. No-show. Et On a également les go show. Le gars qui se présente, qui n'avait pas réservé, rien du tout, il n'a pas acheté de billet. En dernière minute, il achète un billet pour embarquer. Voilà. C'est vrai. Ouais. Mais ça, maintenant, ça se fait de moins en moins. T'as de plus en plus de GP, ouais, surtout. Voilà, par exemple, c'est les vacances. C'est les vacances, on envoie à peu près entre 22 et 25 GP par vol. il y a autre chose aussi. Il y a ceux qui se présentent, ils enregistrent leurs bagages, on sent que les bagages vont partir, et eux, ils veulent pas partir, mais ils oublient qu'il y a la réglementation de débarquer les bagages. Des no-show, justement. Affirme. Et après, recherche bagage. C'est là, ça c'est intéressant de savoir comment on fait. Je vais expliquer, tu m'arrêtes si je dis une connerie, parce que bon, j'ai travaillé là-dessus, peut-être que ça a changé depuis. Lorsque vous enregistrez vos bagages, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, on met une étiquette sur la poignée de votre valise, et ensuite on voit l'agent qui tire une petite sur le ticket de bagage, sur le bagage tag, il tire une petite truc autocollante et il la pose sur la valise. Et ça fait un petit truc à code barre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le bingo. Ça va permettre de trouver le bagage. Si jamais vous n'embarquez pas, on va être capable de trouver votre bagage. On va faire ça. Alors, il y a deux systèmes. Il y a le système manuel, il y a le système à lecture optique. Mais bon, on va prendre le système manuel pour expliquer. Lorsque votre bagage arrive de l'autre côté pour être embarqué dans l'avion, il y a des bagagistes qui vont récupérer un autre bingo, parce que sur le tag bagage, sur l'étiquette bagage qu'on met sur votre bagage, il y a plusieurs de ces petites étiquettes. Il va prendre la même chose, il va la poser sur une feuille. La feuille qui va concerner le container numéro tant, qui est positionné à tel endroit dans l'avion. Donc, on va avoir à la fin de la préparation du chargement, on saura exactement tous les bagages qu'il y a par container. Par container. Et donc, si monsieur Intel, dont le bagage porte le numéro tant, on va chercher dans les bingo, ce qu'on appelle les bingo sheets, on va chercher où est-ce qu'on retrouve ce bingo, et on va savoir exactement dans quel container se trouve le bagage, et on va aller directement à ce container et on va sortir le bagage du passager. On peut faire ça également avec un lecteur, comment dirais-je, un lecteur, une douchette là, comme au supermarché, à Lavère. Voilà, on peut faire exactement la même chose. Parce que le passager, dans le système informatique d'enregistrement et tout ça, on a tous ces numéros de bagages. Donc, s'il ne se présente pas, à l'embarquement, on identifie immédiatement ses bagages et on arrive à positionner où sont ses bagages. Est-ce que tu dis pas le petit plus sur certains vols? Certains passagers ont 5-6 bagages, et parce que sinon c'est pas drôle, ils sont pas dans le même conteneur. Là, c'est pour rigoler, ça c'est mieux. Sinon c'est pas drôle. Un sans faute, JB. Zizou, Pour les bagages en vrac, c'est exactement la même chose, sauf que pour les bagages en vrac, on sait si c'est dans la soute 1, la soute 2, la soute 3, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins précis comme positionnement. Voilà, c'est tout. Faut à partir d'un certain nombre de bagages, on ne fait pas de recherche, pardon. Chanil, il faut savoir que des fois, c'est pas de sa faute.
Des fois, il enregistre les bagages, mais au pif. Après, ça, c'est le problème de la compagnie. Au pif, par exemple, au passage des frontières, il est par exemple, refoulé pour X raisons. Et des fois, l'information arrive en retard, il faut que les passagers soient à bord, et le nombre n'est pas conforme avec le chef avion qui vient présenter la notice, il n'est pas conforme après le décompte de l'avion. Non, ils vont remarquer qu'ils manque quelqu'un ou ils vont même appeler le nom et tout. Et là, ils entament la procédure. Mais il y a des fois des passagers qui viennent avec l'intention d'envoyer leur bagage sans voyager quand le billet est moins cher. Mais ça, ils se font toujours avoir cela. Sans Ah, il faut vous dire une chose, Chanel, c'est que côté transport aérien, on n'a absolument pas le droit de transporter un bagage et, alors que le propriétaire de ce bagage n'est pas à bord. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais dès qu'on identifie que tel passager n'a pas embarqué, on va débarquer ses bagages. Le seul cas de figure où un bagage voyage dans un avion sans qu'il soit accompagné par son propriétaire, c'est ce qu'on appelle les bagages rush. C'est quand un bagage a été laissé par terre, qu'on appelle left behind luggage, donc un bagage qui n'a pas été embarqué Parce que pour des j'avais pas envie raisons de le X, prendre. Y ou Z, X, Y ou Z, hein. Peut-être parce que l'avion, il n'y avait plus de place dedans, ou bien parce que le bagage a été perdu, peu importe. Le bagage n'a pas été embarqué sur le vol où son propriétaire a voyagé, donc on a un bagage qui nous est resté sur les bras et qu'on va envoyer à la destination. Ce bagage, qui passe à ce moment-là dans le mode rush, va subir une inspection tout à fait particulière parce que on peut toujours, au niveau de la sûreté, on considère toujours que si un bagage n'est pas parti avec son passager, c'est un bagage suspect. Alors on va lever le doute sur le côté suspect du bagage. Et c'est un bagage qui va passer par des checks complets. Éventuellement, ça peut aller jusqu'à l'ouverture du bagage, selon les compagnies. En tout cas, il va y avoir un scanner approfondi, etc. Jusque certaines compagnies imposent qu'il y ait une inspection visuelle du bagage. À ce moment-là, le bagage va être ouvert. Moi, ça m'est arrivé une fois. Mon bagage, parce que j'étais arrivé en toute dernière minute, mon bagage n'est pas embarqué sur le vol. Je l'ai récupéré 2 semaines après et il avait été ouvert. On avait fait sauter le cadenas, etc. et il avait été ouvert. Mais c'est comme ça, c'est le bagage rush. Voilà. Et des fois, bon, il y a aussi la procédure de la réconciliation passager-bagage. Quand le gars embarque et que dans le scanner, la douane ou la police découvre quelque chose, dans le système de circuit par lequel passe le bagage, le passager est appelé à bord. Donc les gens s'inquiètent quand ils entendent le nom. Il est appelé et il va faire une réconciliation bagage. Ils vont l'appeler pour lui dire est-ce que c'est votre bagage, ouvrez-le, nanana. Quand il y a quelque chose de pas net sur l'écran, ils n'ont pas le droit de l'ouvrir, mais ils appellent la personne pour l'ouvrir. Voilà. Il se passe beaucoup de choses derrière que les passagers ne voient pas. La sûreté, la sécurité, c'est énorme derrière. Et là aussi, il s'est passé quelque chose où j'ai bloqué quelqu'un parce que, encore une fois, cette personne revient à cette histoire de pourquoi vous parlez pas arabe, je sais pas quoi, maintenant, moi, il m'a dit de le couscous. Le couscous va manger le couscous. Nordé, on n'est pas à une contradiction près. D'ailleurs, je regardais le message, là, c'est récurrent. Alors je le dis, حنا نعرفوا نهضروا فرنسية بصح الناس ما يفهموش الفرنسية ما يقولوش فرنساوية فرنسية ماذا بكم هضروا كيما يفهموا الناس نمبيش كي شي في بلاد بسودو en lettres latines Algérino 23. Voilà. Alors, Non, et en plus, Youssef, oui, on leur a toujours expliqué, on leur a toujours dit, comment pouvons-nous expliquer des choses techniques exact. اللغة العربية c'est impossible. C'est On peut le faire en anglais ou en français, mais c'est fait à الناس.
Ma prochaine Et fois, même les pays du Moyen-Orient, quand ça va sur le technique, ils utilisent, bon, ils sont anglophones, mais ils utilisent l'anglais carrément. Faut pas s'arrêter. ben, moi, je mets ça sur le compte de l'ignorance. L'ignorance, effectivement, ouais, ouais, c'est plus d'ignorance. C'est exact. Et puis, le jour où ils s'apercevront une fois pour toutes que Laura, il est un peu dépassé, hein, à ce moment. Eux, Et elle est dépassée. Ouais, il faut oui, mettre c'est de la langue, c'est en anglais quand on a affaire à des anglophones. exact. Nous, maintenant, on maîtrise le français, mais quand quelqu'un nous parle en anglais, sur plusieurs lives, on a répondu en anglais. On répond en anglais, oui. La preuve, elle, quand je passe avec Tayaran en arabe, Oui, oui. le Paraguay en arabe, le Paraguay en arabe, mais je réponds ou en anglais ou dans ma langue à moi, c'est-à-dire le dialecte terrible. C'est le niveau. Ben, je C'est la mange base que l'essentiel, le message passe. C'est-à-dire exact. que les personnes comprennent. L'essentiel que ça passe le plus normalement du monde. Non, Non, c'est mais des تكونش هذاك لا. Ça a une incidence quand même terrible quand ça touche tout un pays, un système éducatif. Il y a une réalité qu'on ne peut pas fuir. Passer un certain niveau, et vous êtes obligé de vous mettre, d'étudier avec ce qu'on appelle des langues affirmées. Et ceux qui sont, qui ont la technologie, que ce soit d'italien ou de l'espagnol ou de tout ce que vous voulez, elles sont là. Hein. On ne peut pas les fuir. D'accord. Maintenant, bon, il y a de plus, il y a l'anglais qui occupe un peu une place un peu particulière parce qu'ils ont la communication, ils ont aussi ils ont réussi quand même à, disons, à occuper l'espace par la communication, par la publication dans les revues scientifiques et tout ce qui sont ce qui fait qu'il y a tout le monde qui s'engouffre là-dedans, qui fait que l'anglais passe en priorité. Il faut faire simple. Youssef, il faut faire simple. Oui, oui, C'est mon live. Je parle comme je veux. exact. Exactement. هذه غلقتها شغل دومينو طب. Alicia pose une question très intéressante. Est-ce que les surfaces de contrôle dynamiquement équilibrées ont des équilibres de masse? Oui. C'est pour empêcher un phénomène qu'on appelle le flotteur. Alors, le flotteur, c'est lié à quoi? C'est quand le centre de gravité. Alors, essayez de vous imaginer une commande de vol. Commande de vol, elle a un axe de pivotement. Vous êtes d'accord? Si on prend un aileron, il oscille autour d'un axe. Alors, si le centre de gravité de l'aileron se situe en arrière de l'axe de pivotement, il est possible que cet aileron, par exemple, rentre en résonance et se mette à vibrer, parce que son centre de gravité est à l'arrière du centre de pivotement, de l'axe de pivotement. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On fait en sorte de faire une masse vers l'avant qui soit liée à l'aileron ou à quelques commandes de vol, quelques gouvernes de vol que ce soit. On met une masse de sorte que on va avancer le centre de gravité de cette pièce métallique, soit au niveau de l'axe de pivotement, ou bien même en avant du centre de l'axe de pivotement. Et c'est à ce point vrai que si vous regardez le positionnement des réacteurs sur les avions qui ont les réacteurs sous les ailes, vous remarquerez que les réacteurs sont placés toujours très en avant par rapport à l'aile. C'est exactement dans le même esprit, pour éviter le flotteur de l'aile elle-même, pour éviter que l'aile ne rentre en résonance. Les moteurs placés en avant comme ça font avancer le centre de gravité de l'aile en avant ou au moins en avant ou sur l'axe de torsion de l'aile. Voilà. Pour information, il y a 37, 38 dans le. Il y a 11 000, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avant Ramadan, c'était pareil. Pendant Ramadan, c'est pareil. Je pense que l'arthrose a augmenté, non? A empiré.
live actuellement là? 35, 7. Il y a 37, mais il y a 1000, à peu près 900 et quelques spectateurs. C'est-à-dire ceux qui pensent que ça regarde sans être dans le. Ils regardent en sous-marin. Ouais. Parce que quand il voit live, il n'appuie pas sur live, donc il reste entre. Donc il y a à peu près 900. Il y a quelque chose que je voudrais dire globalement, parce que j'arrive pas à le mettre sur mon profil. Je vois beaucoup de gens qui mettent un tel a aimé ta vidéo. Ok, très bien. Quand je regarde, parce qu'on a la possibilité, quand on a un profil et qu'on publie des trucs, on a la possibilité de savoir combien de personnes ont vu et combien de personnes ont vu l'intégralité de ce qui a été publié, c'est-à-dire toute la vidéo dans l'occurrence. Et disons, on peut avoir le temps moyen de visionnement, etc. Quand je m'aperçois que il y a, comme l'autre jour, il y avait, je sais pas, il y avait 200 visionnages, qui ont le pourcentage de personnes qui avaient regardé complètement la vidéo, il se citait aux alentours de 5% ou de 2%, peu importe, et que le temps moyen de visionnage était de l'ordre de 2 ou 3 secondes. Alors moi, je trouve un petit peu cocasse que l'on aime quelque chose que l'on a vu en moyenne 2 secondes. Donc c'était un réflexe. On regarde le titre et on met j'aime. Alors, bon, c'est bien joli. Moi, ça flatte pas mon ego, c'est pas le problème. Ce que je voudrais, c'est que quand quelqu'un regarde quelque chose, s'il met qu'il aime cette vidéo ou quoi qu'est-ce, il faudrait déjà qu'il dise, ça serait bien qu'il l'ait vu complètement, et deuxièmement, qu'il ne se contente pas de dire, de mettre un petit cœur, j'aime, mais qu'il dise ce qu'il en a pensé, s'il a des questions à poser, si ceci, c'est cela. C'est le but de la manœuvre. Parce que quand on fait ce genre de vidéo, quand on fait le live que l'on est en train de faire, etc., c'est justement pour susciter des interrogations, etc., auxquelles on pourra répondre soit sur le champ, soit plus tard dans le live suivant. Mais voilà, c'est ça le but de la manœuvre. C'est pas nous, enfin personnellement, je fonctionne pas avec des petits cœurs qui me feraient monter mon ego. C'est pas le problème, d'accord? Alors s'il vous plaît, si vous regardez quelque chose, si vous dites que vous aimez, ayez l'honnêteté intellectuelle de l'avoir regardé jusqu'au bout, d'accord? Et faites éventuellement des commentaires, ça serait intéressant pour le live, voilà. Exact. Non, c'est bien de faire. Bon, non, les gens, ils sont dans l'instant. Ils cliquent un peu partout, des likes, avant plus finir, un peu c'est tout. Des fois, Non. Il va par exemple dans le live, Youssef, dans le live, les likes, les cœurs qui remontent avec les likes, donnent de la visibilité au live. Oui. Plus il y a un partage, par exemple là je vois on est 33 et il y a 9 partages, il y a eu 9 partages. Plus il y a de partages, plus là où il y a écrit live populaire, bas d'un classement. Par exemple, ça fait, j'ai pas fait de live, j'ai pas fait de live le mardi, mercredi passé. On était en C3, classement. On est descendu au D1. Donc c'est la visibilité qui est intéressante pour que ça parte. Pour partager. Il y a des gens qui découvrent, je vois dans le chat, il y a des gens qui disent pour la première fois je suis monté, pour la première fois je vois le truc, c'est bien, mais une fois que ça les intéresse, eh bien, ils ont qu'à partager avec leurs copains, leurs familles, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent venir poser des questions. On peut intervenir plus tard aussi, c'est possible. C'est pour ça les gars, donnez-leur de la force, ils prennent le temps tous les jours, je le dis à chaque fois. Ils prennent du temps tous les jours à être sur le live, à répondre à nos questions, même si ça fait 10 fois qu'on pose la même question, ils prennent le temps de répondre. La moindre des choses, c'est de partager, de leur donner de la force à tous ceux qui sont présents dans ce live. Si vous faites ça, je vous dirai qu'est-ce qu'il a fait Spani ce matin. Allez, vas-y, tu peux. Il faut quand même concevoir, pour en revenir à ce qu'on vient de dire. Bon, on le fait volontairement, c'est pas le problème, aussi bien Nourdine que tous les gens qui participent régulièrement à ce live, on le fait par plaisir. Mais on cherche quand même à ce qu'il y ait une interaction
réel. Si vous voulez, nous, on est des passionnés d'aviation. On voudrait communiquer cette passion, mais on la communique aussi avec des connaissances, avec des savoirs, des expériences, etc., etc. Donc, c'est intéressant à ce titre. Vous savez, nous, on compte pas notre temps. Je peux vous garantir que chaque vidéo que je fais, c'est plusieurs heures de travail pour y arriver. Donc, si vous multipliez ça par 46, ça fait pas mal d'heures. Mais moi, je ne suis pas depuis aussi longtemps que Nourdine sur l'affaire. Nourdine, il a passé beaucoup plus d'heures que moi. Très bien. Mais en tout cas, ce que l'on fait, c'est pour le bien de tous. C'est pour la connaissance, pour divulguer, pour vulgariser des connaissances, etc. Donc, on demande une participation plus active et pas juste de cliquer. Voilà ce que je veux dire. Normalement, moi, je paye 175 € de l'heure hein, quand je prends mes cours. Voilà. Non, j'invite les gens un petit peu à rentrer sur, par exemple, l'application qui s'appelle Malte. Là où les freelances se positionnent pour donner des cours, pour coacher, pour ceci. Allez voir les prix. Ils demandent, c'est 900 €, le jour. 850 € jour, 900 € jour, etc., etc. Et là, ils ont un live gratuit où ils doivent liker pour faire la visibilité. Éventuellement, envoyer des petits trucs comme ça, c'est pour ça fait plaisir, sans plus. D'ailleurs, il y a quelqu'un ici qui demande comment puis-je appliquer pour la licence à piloter, pilote privé sur Marrakech. Je ne peux pas te dire, mais sinon, bah, écoute, si tu es au Maroc, tu n'as qu'à te rapprocher de l'aéroclub. Si tu es surtout à Marrakech, tu vas directement à l'aéroclub et ils vont voir ton âge. Je ne sais pas si c'est comme en Algérie, il faut avoir 17 ans, le 16 ans, le 17 ans, pour pilote privé. 17 ans, je crois que c'est 17 Je pense que c'est pareil, la réglementation est pareille. Et tu demandes à t'inscrire donc à l'aéroclub et tu auras un programme que tu pourras suivre et tu auras, à l'issue de 60 heures à peu près, tu auras ton théorique bien sûr et les vols, tu seras lâché et tu seras pilote privé. Mais bon, ça ne donne pas droit à faire du travail commercial. Tu ailles faire pilote de ligne ensuite, c'est plus CPL, ATPL, etc. Pour passer quand même l'école. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs, Nordine et JB. Peut-être que vous aimez aussi, il était ancien commandant de bord aussi, c'est ça? Non, non. Il est formateur. Formateur. Des formateurs. Ok, d'accord. Vous préférez avoir un centrage plutôt avant ou plutôt arrière? En sachant que je connais les deux, on va dire les deux effets qu'il y a sur les centrages avant ou arrière. Et du coup, est-ce que vous aviez des préférences? Pour moi, ça dépend d'abord de l'aéroport, de la piste et de l'avion et de son chargement. Mais ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de centrage justement. Donc, c'est pas une question de préférence. Oui, mais, Dans l'enveloppe. ouais, mais par exemple, tu vois un centrage qui va être avant, on va dire que on dit que c'est moins maniable, mais par exemple, tu vas moins consommer, et un centrage plutôt arrière sera plus maniable, et du coup, va plus t'aider au take-off. Non, sur le 330, c'est pas la même chose. C'est pas une question de... Take-off, ça va être un peu plus dur pour le centrage avant, oui. Arrière aussi, parce qu'il peut toucher, faire un tail sky, toucher de la queue. Mais pour le vol, pour le 330, non. Quel que soit le centrage, après, il va réguler pendant tout ce vol. Il va chercher son meilleur CG pendant tout le vol. D'ailleurs, la vidéo de JB l'explique très bien sur le centrage. Et du coup, avant, tu n'as pas une consommation qui est moindre quand tu es avant? Non. Avant, tu as une consommation supérieure. Quand tu as un centrage avant. C'est pour ça que tu as un trim tank qui te balance du carburant à l'arrière pendant la croisière, parce que justement, ça fait reculer le centrage, et que à ce moment-là, je l'ai expliqué 36 000 fois, je vais le réexpliquer. Le problème, il est où? Il est que si on a un centrage avant, alors j'explique à Mohamed, parce que Mohamed, il dit, c'est quoi le centrage? Alors, le centrage, c'est la position du centre de gravité. C'est la position du centre de gravité. Alors, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, l'avion tourne autour de son centre de gravité.
dans tous les cas de figure. Mais la force de portance, celle qui fait voler l'avion, ne s'applique pas au même point que le centre de gravité. Il s'applique à ce qu'on appelle le centre de poussée. Et le centre de poussée est toujours à une position différente de celle du centre de gravité. En général, le centre de poussée est à l'arrière en arrière du centre de gravité. Donc, pour ceux qui ont quelques notions de physique, si vous appliquez une force et qu'elle n'est pas appliquée selon l'axe de rotation, vous allez avoir un moment qui va aller dans un sens ou dans l'autre. Imaginez l'avion vu de profil, vous avez le centre de gravité autour duquel l'avion tourne, donc l'axe transversal de l'avion, et vous avez une force qui est appliquée derrière. Donc qu'est-ce qui va se produire? Le nez de l'avion va avoir tendance à descendre, à descendre, puisque cette force s'applique derrière le centre de gravité. Donc pour empêcher que l'avion n'ait tout le temps le nez qui ait tendance à descendre, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de, sur la petite aile à l'arrière qu'on appelle le plan fixe horizontal, on est obligé de créer une force qui cette fois-ci va être orientée vers le bas, qui va avoir tendance, elle, à faire remonter le nez de l'avion. Et on va trouver l'équilibre comme ça. Sauf que la force que l'on va générer à l'arrière de l'avion, sa force vers le bas, elle va en fait s'additionner au poids. Et plus cette force sera importante, donc plus le centrage plus la distance entre le centre de poussée et le centre de gravité sera grande, plus il faudra une force importante à l'arrière. Et cette force va s'ajouter au poids, ce qui, en contrepartie, va nécessiter une augmentation de la portance. Et l'augmentation de la portance allant avec une augmentation de la traînée, force de résistance aérodynamique, va occasionner une augmentation de la consommation de carburant. Donc on a intérêt à ce que le centrage soit le plus arrière possible, soit à une distance relativement faible du centre de poussée, pour que la tendance du nez à descendre soit faible, pour que la force que l'on exerce sur le plan fixe horizontal soit faible, ce qui va avoir pour effet de diminuer la consommation de carburant. Voilà. Et c'est en essayant d'expliquer sans schéma. Voilà. Mais si vous regardez ma vidéo, l'équilibre longitudinal de l'avion, vous allez avoir toutes les explications avec des petits schémas et tout. Voilà. Et on vient de dénicher quelqu'un qui a vu la vidéo pendant 2 secondes et puis a dit like, qui a mis j'aime. Spanish. Ouais. Non, j'ai lancé un sujet comme ça pour vous faire parler, c'est tout. Ah oui, oui. Excellent. Oui. Molly Mauk, j'ai jamais entendu parler. Non, Molly. Moi, ma chienne s'appelle Molly. Bon, je ne sais pas. Molly. Elle est justement. Ouais, Moonwalk. Molly, non, je ne connais pas. Molly Walk. Et Morad, il est où? Est-ce qu'on peut parler de la... Voilà, Morad. Oh, je ne sais pas. Non, il est à Paris. Il est aussi. Parce qu'on aurait pu parler de la répartition standard et non standard. Pas nous relancer sur ça. Non, la pointe. Je rigole. Pour piloter les MiG, là, c'est une formation spéciale aussi. D'abord, c'est une formation militaire. C'est l'aviation militaire de chasse. Donc, ça n'a rien à voir avec le transport. Non, même chez les militaires, il y en a qui font la chasse et il y en a qui font le transport, c'est-à-dire le C-130, le CASA, le MiG. Voilà. Alors, sont mous. Oui. Moi-même, c'est normal. Il y en a. Moi, je leur dis, ils peuvent poser ce qu'ils veulent comme question. Hein, donc, Molly Mauk, je viens de regarder sur Internet. C'est un test pilote qui vise à vérifier
l'état de notre mémoire de travail, notre côté inductif, etc., etc. Non, on l'a jamais passé. Nous. On est des vieux de la vieille. Nous, on a piloté sans trop passer sous tous ces tests-là. Ouais. Au début avant les systèmes embarqués, avant les automatismes et tout ça, le vrai ordinateur, c'était votre cerveau. C'était les deux hémisphères qui Oui, bien travaillaient. sûr, bien Donc, sûr. c'est pas l'ordinateur, c'était vous. Ben, c'est toujours. Hein. Et justement, Youssef qui est là sur le live, c'est le gars qui nous a éclairé sur la manière dont notre cerveau fonctionne. Oui. En réalité, parce que comme nous avons commencé avant que les facteurs humains, etc., soient à l'ordre du jour et soient enseignés aux pilotes. Donc, quand l'enseignement des facteurs humains est devenu une obligation, nous sommes donc allés dans la classe de notre ami Youssef, qui nous a fait le cours facteur humain. Et ce cours facteur humain nous a appris, et Youssef, avec une grande maestria, nous a appris comment notre cerveau fonctionne, entre autres quand on trie des cuillères, des fourchettes et des couteaux. Et il nous a appris ce que c'était que la mémoire de travail, la mémoire à long terme, etc., etc. Les performances de chacune de ces mémoires, etc., etc. Et c'est comme ça donc que l'on a appris à fonctionner. Et en fait, on a fonctionné et l'enseignement que nous avons reçu de Youssef nous a permis d'avoir une grille de lecture pour nos expériences passées. On a compris au travers de ce que nous avons appris là, on a compris pourquoi on avait fonctionné comme ça, pourquoi tel jour ça s'était passé de telle et telle manière, etc., etc. Voilà. Ça a été et maintenant les gens sont formés dès le départ à ces techniques justement qui permettent de comprendre comment le cerveau fonctionne, quelles sont ses performances, quelles sont surtout ses limites, où est-ce qu'il risque de faire des erreurs, etc., etc. De toute façon, c'est important, même en aviation, c'est-à-dire pour apprendre. Il y a le modèle qui est très simple, ce qu'on appelle le modèle d'Atkinson, qui explique très bien comment ça passe la perception. J'ai ton micro. Attends, Youssef. J'ai ton micro. Ton micro. J'ai ton micro. Le micro? Vas-y, non, c'est bon. Vas-y, Youssef. Vas-y, Youssef. Je disais il est important de comprendre comment que ça fonctionne. C'est les psychologues qui ont mis, notamment Atkinson, qui a mis ça en quelque sorte en place ce modèle qui est très simple à comprendre. Alors, ce qu'on appelle le modèle Atkinson, partant déjà des perceptions que nous avons tout à fait au départ, avec des tas de stimuli, etc. On est obligé de se concentrer sur quelques-uns. D'accord? Par l'attention, on est obligé de mobiliser notre attention. Et si ça ne se fait pas, bon, dans le cadre de votre métier, ça peut aller vers carrément des catastrophes, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est valable aussi, même pour l'école, quand on apprend. C'est-à-dire qu'on traite l'information dès le départ, ça passe vers la mémoire de travail. Et cette mémoire de travail aussi, si on n'a pas déjà stocké dans la mémoire à long terme des éléments pour pouvoir résoudre des problèmes, ça ne fonctionne pas. On ne pourra pas résoudre des problèmes. C'est une boucle, c'est des boucles comme ça qui se font, qui font que on va, c'est-à-dire que si on maîtrise, on comprend ce fonctionnement-là, même sur le plan, quand il s'agit d'apprendre, quand il s'agit en apprentissage et tout, il est possible même de programmer des séances et tout ce qui s'ensuit, de manière à ce que ça soit plus efficace. Par exemple, il y a l'idée que nous avons d'avoir vu une fois une chose et puis c'est suffisant. Quand j'ai révisé une fois, c'est bon. C'est insuffisant. Il faut faire ça plusieurs fois. 5 fois minimum et faire ce qu'on appelle des révisions étalées. D'accord? D'ailleurs, c'est un principe qui est très important même dans le cadre de l'EBT. Et pour réellement maîtriser un appareil, tout simplement, il faut étaler ça sur un minimum 3 ans. D'accord?
à refaire des exercices, des scénarios comme ça que l'on répète. Sinon, à ce moment-là, au bout de 3 ans, quand on aura fait plusieurs exercices, à ce moment-là, on se souviendra que le pilotage deviendra automatique. Ce seront beaucoup plus des réflexes automatiques que le pilote. Il y a une petite partie qui l'ont été, le cas échéant, à cognitive en cas de problème. Il faut savoir, si je... Ma remarque, oui, oui. Il faut savoir que... C'est-à-dire que il y a les... Oui. Vas-y. Chef, après je ferai. Je disais que bon, l'idée, c'est pratiquement valable pour toutes les professions, d'accord? Il y a toujours un côté automatique. C'est des automatismes chez des tas de professionnels et tout ce qui s'ensuit pour peut-être 80% de leur métier. Et il y a sur les 20% restants, il faudra qu'à ce moment-là qu'il doit cogiter éventuellement pour trouver des solutions. Cette cogitation ne va pas se faire seule. Très souvent, on travaille à deux dans le cas des pilotes et même à trois, parce qu'actuellement, il y a des systèmes quand même d'information qui sont accolés au pilotage, où on peut interroger à distance des tas de banques de données, je ne sais pas, qui concernent éventuellement la météo, tout ce que vous voulez. Donc c'est un pilotage qui se fait de manière intelligente, mais en groupe. Et ça, c'est pour les 20% restants. Sinon, le reste, c'est des automatismes. C'est des automatismes qu'il faut acquérir par l'exercice. Il faut faire des exercices, etc., bien calibrés pour arriver à s'en sortir. Et la règle est valable pour tous les métiers. Hein. C'est un peu plus compliqué quand il s'agit de métiers quand même qui sont exigeants. Qui nécessitent quand même certaines compétences, certaines capacités intellectuelles assez quand même relevées. Vas-y. Il faut savoir, si je peux me permettre de compléter ce que dit Youssef, Oui. en pratique, nous allons toujours agir de manière à consommer le moins de ressources possible pour une action donnée. Et ça veut dire que nous allons automatiser beaucoup de choses. Et en fait, le comportement face à une situation donnée, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Il y a des comportements non adaptés à la situation. Moi, je prends toujours l'exemple très, très simple d'automatisation de quelque chose, de l'action. Quand on laisse notre voiture en stationnement, machinalement, automatiquement, on appuie sur la clé pour verrouiller les portes. Mais on fait cette action de manière tellement automatisée que des fois, il nous arrive assez souvent de faire 10 mètres et de se dire est-ce que j'ai fermé la voiture ou pas? Et on se retourne et on fait l'action une deuxième fois. Ça veut donc dire que nous avons fait une action routinière et on l'a fait de manière totalement automatisée, ce qui fait qu'on n'a même pas conscience de l'avoir fait. Vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que si dans un poste de pilotage, parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous allons toujours essayer de consommer le moins de ressources possible pour faire une action, si nous automatisons des actions qui ne doivent pas être automatisées, alors on peut oublier complètement des trucs entiers. Un exemple de cela, justement de mécanisme de correction des erreurs liées à l'automatisation des gestes, en tant que passager, vous le voyez à chaque fois que vous montez dans l'avion. Les PNC, les hôtesses et les stewards, à un moment, vous entendez le chef de cabine qui annonce sur les haut-parleurs de l'avion, qu'on appelle les public address, il annonce « All doors to arm position and cross-check ». Donc, toutes les portes sur position vol et contre-vérification. Ça veut dire que chaque PNC qui se trouve à une porte, celui qui est à la porte avant gauche, va armer le toboggan de manière à ce que si on doit faire une évacuation, dès qu'on ouvre la porte, le toboggan d'évacuation va se gonfler. Celui qui est à la porte avant droite va en faire de même. Mais comme c'est une action
qui est routinière. À chaque décollage, on l'a fait. On risque, exactement comme pour la fermeture de la porte, de croire qu'on l'a fait alors qu'on ne l'a pas fait. D'accord? Et c'est pourquoi, justement, comme cette erreur, dans le cadre, justement, d'une répétition quotidienne, d'une certaine routine, pour empêcher que cette erreur se produise, on demande au PNC qui a fait la porte avant gauche de vérifier la porte avant droite et celui de la porte avant droite de vérifier la porte avant gauche. On sait que l'on peut commettre une erreur, donc on a mis en place un mécanisme de correction des erreurs parce qu'on sait que là, c'est un piège en fait à erreur. Voilà. Salut, Pilot. Bonjour Nordin, bonjour Spanish, Michel, et Youzem et le chat. Bonjour. Salut Pilot, ça va? Salut. On répond Ça va, merci. on répond à Bolsov. La différence entre un instructeur et un examinateur. Un instructeur est une personne qui est choisie dans la population des pilotes, je ne fais pas des pilotes, hein, dans sa compagnie pour dispenser des cours d'instruction pour des qualifications, voilà, avec des recyclages. L'examinateur est là pour donner son avis sur cette instruction qui a été reçue, si elle a été bien assimilée, pas bien assimilée, etc. Donc il y a un grading, 5, 4, 3, 1. Et il va apposer un truc pour dire ça passe ou ça casse. Voilà. L'instructeur peut être examinateur en même temps, l'examinateur peut être aussi un instructeur. Donc s'il a sur sa licence TRI, TRE, il peut avoir que TRI, instructeur, ou si l'examinateur c'est plus, c'est par la case instructeur de l'origine. Bon, c'est de l'instruction, c'est dispenser de l'instruction et passer des examens aux gens. Donc, parallèlement, par exemple, à la voiture, tu as des instructeurs au aéroport, enfin, dans l'auto-école, celui qui te donne des cours de conduite. Ensuite, tu as l'examinateur qui va te passer le permis de conduire. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Oui, Nordin. Tu es au sud, tu es au nord? Ah, je reprends demain, Inch'Allah. Ça va être de trop. Je reprends demain. Eh bien, c'est bien. Alors, 41, les gens, je pense que dans ce moment, ils sont fatigués, mais... Hein, ben, c'est toi qui les intimides, Youssef. Voilà, bah, une fois, je ne sais pas s'il y a l'information est disponible, enfin pour ton site, etc., pour ton fil, chez les pilotes, Algérie, etc. et tout. Sur le live? Oui, le live, oui. Pour Ici, ils sont au courant, même les gens au sol suivent dans le truc, ils sont au courant. Mais tu sais très bien comment ça se passe. Ça y est, qui m'a Il y a des fans. C'est normal, c'est normal. Oui, tout à fait logique, ça, c'est pas quelque chose de... C'est l'espèce Les écoles, humaine. des écoles aussi, Je- les futurs pilotes, oui. C'est pour ça que la visibilité est importante. Plus, Oui. parce que les gens sont accros maintenant à TikTok. Oui. Donc, ils rentrent. Il y a le partage. Je verse tous les lives qu'on a fait depuis, JB depuis quand? Depuis 2023, ça fait une année et quelques. Je les verse sur ma chaîne YouTube. Par Oui. navigation. Tous les lives, ils sont. Tous les lives. Ah bah oui, j'espère qu'il y aura encore davantage de monde. Parce qu'il faut échanger quand même, il faut... Non, bon, il y a des fois, ils sont là. Il y a Morad qui vient, il y a Salah, il y a des pilotes qui vont. De temps en temps, il y a des copains tennis du Qatar, des pilotes qui viennent. Mais bon, des fois, ça dépend. Ils ne reçoivent pas la notification. Ben, qui ne scrollent pas sur TikTok, ben, qui ne sont pas sur le truc. Des fois, c'est comme ça. Parlons aviation. M10. Parlons aviation. Nourdin El Kébir, c'est souvent Nourdin El Kébir, parlons aviation. Et de mes élèves qui suivent le live. Hein. Oui. Mes élèves que j'ai eus par le passé, etc., qui suivent le live.
Il y a quelqu'un qui demande le nom de la chaîne. Là, je lui ai dit, parlons aviation. YouTube. D'ailleurs, c'est Ah bon. YouTube, c'est Nordin El Kébir, parlons aviation. Comme sur le TikTok, comme le truc. Comme le live. T'as qu'à mettre ton t-shirt pour qu'on sache. Parlons aviation. On attend le GoFundMe pour lancer les t-shirts à grande échelle. J'ai l'impression que tu peux attendre. Salut Oli. Oli, notre ami Oli qui a, Youssef, elle a son avion personnel, un petit avion Ouais, Cessna, aux States, aux États-Unis. aux États-Unis. Ouais. Ça va Oli? How are you? On va la faire monter, elle va vous dire bonjour, si elle veut monter. Je sais pas. Ah ben, elle n'a pas fait de demande. On ne la voit pas dans le... Qu'aujourd'hui. C'est normal. Voilà, Oli qui arrive. Hi, السلام Oli. عليكم صحة رمضانكم Salut Oli. عسلامة شراكم Salut Oli. Bonsoir, bonsoir. Marhaba. bonsoir ça va tout How va are bien you today? I'm doing really good I've been studying actually since 5 a.m. Oh, I'm really tired yeah تسحرت وقعدت نقرا ah ouais. and it's a lot it's really a lot I imagine that. yeah Et